Le journal, Oumar Moussa Traoré. Mercredi 22 janvier 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 18 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les autorités de la transition décident de baisser sensiblement le prix du foncier dans notre pays et de lever les contraintes liées à la transformation en titres fonciers des nombreux titres provisoires des différentes parcelles de terrain. C'est à travers une réforme révolutionnaire. Le point complet dans cette édition avec Suleiman Kinzasili. L'autre titre de l'actualité de ce mercredi 22 janvier concerne le lancement officiel hier du plan de réponse humanitaire. Il devrait répondre aux besoins de plus de 4,5 millions de nos compatriotes et coûter la bagatelle de plus de 488 milliards de francs CFA. Enfin, en sport football, en championnat national de Ligue 1, l'US Bougouba s'installe provisoirement à la tête à l'issue des premiers matchs de la 9e journée qui a démarré hier. En Europe, suite des fins ce soir de la 7e et avant-dernière journée de la première phase de la Ligue des champions nouvelle formule. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition par cette audience à Koulouba. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a reçu en audience hier le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Il était porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie, non moins président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation. Le message porte essentiellement sur le renforcement des actions des pays membres de l'OMVS pour dynamiser cette organisation commune. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Mohamed Abdel Veta, haut commissaire de l'OMVS. Il est au micro de Tamsir Diabati. Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence pour l'hospitalité qui témoigne des liens séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération entre les différents pays de notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est citée comme modèle réussi de coopération et d'intégration régionale au service de nos populations. Le message porte sur la volonté et l'engagement commun des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS de toujours renforcer, de dynamiser cette organisation commune au service de nos populations. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et à réitérer son engagement ferme à toujours renforcer notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, Mohamed Abdel Feta, à l'instant. Il a été reçu en audience hier par le chef de l'État, des propos recueillis par Tamsir Diabati. Je vous le disais en titre, répondre aux besoins humanitaires de 4,7 millions de personnes dans notre pays. Voilà l'enjeu du plan de réponse humanitaire 2025 dont le lancement officiel a eu lieu hier au CICB. Il devait coûter la bagatelle de plus de 488 milliards de francs CFA. Le document est le fruit de la réflexion de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux évoluant dans le domaine humanitaire. Compte rendu, Kouma Sissi. Après environ 6 mois d'études sur le terrain pour diagnostiquer le besoin des populations, précisément les personnes déplacées, les victimes d'inondations et autres sujets en position de vulnérabilité, le gouvernement du Mali et ses partenaires ont élaboré le plan de réponse humanitaire 2025 pour soulager la souffrance des personnes concernées. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Malgré les efforts consentis, il convient de noter que 6,4 millions de personnes, soit 27,7% de la population actuelle, ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Le plan de réponse humanitaire 2025 cible 4,7 millions d'entre elles parmi les plus vulnérables.
ayant besoin d'assistance dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, les abris et les articles ménagers essentiels, ainsi que l'eau et l'hygiène et l'assainissement. La prise en charge de ces besoins demande un financement de 771,2 millions de dollars, soit plus de 488 milliards de francs CFA. Ami Martin, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires. Je réaffirme l'engagement d'OCHA à soutenir le Mali et la communauté humanitaire dans la mise en œuvre de ce plan de réponse, mais surtout dans les efforts de plaidoyer et de mobilisation de ressources indispensables à sa réalisation. Je tiens à remercier les donateurs dont les généreuses contributions au plan de réponse en 2024 ont permis de sauver des vies, apporter de réconfort et de l'espoir à ceux et celles qui sont tout perdus. Ce plan de réponse humanitaire 2025 doit prendre en compte les aléas climatiques, les urgences sanitaires et autres besoins engendrés par les conflits et les violences dans tout le pays. Autre titre de l'actualité de ce matin, la réforme entreprise récemment par les autorités de la transition dans le domaine du foncier constitue une véritable révolution. Le Conseil des ministres, en sa session du 8 janvier dernier, a décidé de la baisse des prix d'accès aux biens fonciers en République du Mali. Le décret d'application va intervenir dans les tout prochains jours. Si le prix du mètre carré était fixé à 5 000 francs CFA à Bamako, avec la nouvelle réglementation, ce prix revient à 2 000 francs seulement. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en a décidé ainsi pour permettre au maximum de Maliens d'accéder à la terre. L'autre volet de la réforme consiste à réduire considérablement les contraintes liées à la transformation des titres provisoires en titres fonciers. Faisons le point avec Souleymane Kenzassidou. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, décide pour permettre aux Maliens d'accéder facilement en toute sécurité à la terre. L'esprit de cette loi, c'est de mettre fin au conflit foncier, à la multiplication des acteurs sur une seule et même matière qu'est la terre et apaiser le climat social. Retenir la note d'accès ou du moins le prix de cession des parcelles d'habitation commerciales, scolaires, industrielles et autres baisse de façon significative. Les prix baissent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À Bamako, avant, le prix était de 5 000 francs CFA le mètre carré. Avec la nouvelle loi, le mètre carré revient à 2 000 francs CFA. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. Nous avons engagé effectivement ce processus-là et c'est ce qui a abouti le 8 janvier passé à l'adoption du nouveau texte qui fixe les prix. Si je prends le cercle de Kati, le prix de la parcelle d'habitation c'était 3 000 francs, c'est ramené à 600 francs. Ainsi de suite dans toutes les localités du Mali. Donc cette mesure, c'est pour effectivement faciliter l'accès à la propriété aux citoyens. Quand vous avez un titre provisoire, c'est-à-dire que vous avez un permis d'occuper, une lettre d'attribution, une concession urbaine, une concession rurale, usage d'habitation, quand vous voulez transformer ça en titre foncier, il y aura encore une diminution de 25%. La réforme domaniale et foncière engagée par le gouvernement et promulguée par le président de la transition le 7 octobre 2021 vise à refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix, la stabilité sociale et mettre la terre au service du développement, appuyer la bonne gouvernance de l'État et lutter contre l'accaparement des terres. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Habitat. Et il est dit dans cette loi que désormais le seul acte de propriété de terre au Mali est le titre foncier. Et que tous les détenteurs de titres provisoires, c'est-à-dire que les titres délivrés avant l'adoption de cette loi, les détenteurs doivent les transformer en titres fonciers. Et comme vous savez, au Mali, la terre appartient à l'État. Si vous avez un titre provisoire pour avoir le titre foncier, il y a des frais à payer. Donc il y a deux mesures phares que le président a instruit de prendre pour faciliter l'accès de la terre aux populations. La première mesure, c'est de diminuer le coût du foncier. La deuxième mesure, c'est l'immatriculation systématique des parcelles. C'est-à-dire qu'il faut éviter aux citoyens toute la procédure compliquée de création d'un titre foncier. C'est l'État lui-même qui engage cette procédure. Créer les titres fonciers, nous sommes en train de le faire aujourd'hui au niveau de Bamako, par zone. Une fois qu'on termine une zone, on va passer des communiqués aux citoyens pour dire, en tout cas, toutes les personnes qui ont des parcelles dans telle zone,
vous pouvez vous adresser au service des domaines compétents pour avoir votre titre foncier. Sans tracasserie aucune. Vous faites seulement une simple demande, vous joignez l'acte qui prouve que la parcelle vous appartient. Voilà, et ils vont faire les vérifications, calculer les frais qu'ils devraient payer et vous les notifier. Il convient de préciser que l'accès aux biens fonciers relève désormais des domaines de l'État ou de ses démembrements. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui donnent les maires, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, tout le monde s'adonne à l'attribution de parcelles. Et c'est même l'occasion de parler d'une situation malheureuse qui a été constatée au niveau du site réservé pour la centrale solaire de Safo. Je crois que le président, dans son adresse aux forces vives de la nation, a notablé tout ça. Donc, il les a informés comme quoi, malgré qu'il ait posé la première pierre de la centrale, les autorités municipales ont continué à délivrer des actes. Moi, mon message, c'est aux citoyens maliens. On a fait plusieurs communiqués pour leur dire de ne plus accepter les actes délivrés par un préfet, un sous-préfet ou un maire aujourd'hui en République du Mali. C'est des actes qui ne sont plus valables. Le seul acte valable au Mali aujourd'hui, c'est le titre foncier. Il appartient à chacun de nous de bien veiller à l'application des dispositions de la nouvelle loi. C'est là pour le bien de tous. AES Actualité. L'actualité de l'AES qui nous conduit tout d'abord au Burkina Faso, où le Fonds de développement culturel et touristique vient de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement des opérateurs culturels. L'objectif est de leur permettre de mieux structurer leurs projets et d'accéder à des ressources financières adaptées. Cela passe naturellement par l'organisation d'une session de formation à l'intention des opérateurs culturels en vue de renforcer leurs compétences. De Ouagadougou, les explications de Awa Ouedraogo de la Radio nationale du Burkina Faso. La formation animée par des experts couvre des thématiques telles que la recherche de financement, le montage des plans d'affaires, la gestion financière et comptable, ainsi que le suivi et évaluation des projets. Le marketing digital, qui est devenu un levier incontournable, sera également abordé. À travers cette formation, le Fonds de développement culturel et touristique répond aux besoins de doter les opérateurs culturels d'outils nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets, explique la directrice du fonds. Selon Karine Traoré, cela vise surtout l'amélioration de la prestation des opérateurs culturels en matière de création, de production, de distribution des biens et services de qualité. La session de renforcement de capacité des opérateurs culturels se déroule dans le cadre du dispositif d'appui technique, un outil mis en place par le Fonds de développement culturel et touristique à travers le programme d'appui aux industries et à la gouvernance du secteur culturel, une nouvelle approche qui est soutenue par l'Union européenne. Oui, quant au second volet de l'actualité de l'AES, il nous conduit à Niamey au Niger, où le ministre en charge du commerce et de l'industrie, Seydou Asman, a présidé la cérémonie officielle de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale. Le thème de la rencontre est entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans un Niger nouveau, défis et perspectives. De Niamey, les précisions de Samira Garba de la Voix du Sahel. C'est en présence de M. Seydou Asman, ministre du Commerce et d'Industrie du Niger, que s'est tenu le lancement officiel du mandat 2025 de la Jeune Chambre internationale JCI Magina, couplé à l'ouverture du panel sur le thème Entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans un Niger nouveau, défis et perspectives. Occasion pour la présidente JCI Magina, Mariam Habou Abdou, de faire une présentation de la JCI, qui est une organisation dynamique des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, avant de décliner leurs ambitions au titre du mandat 2025. Les jeunes et les femmes représentent non seulement la grande frange de la population de notre pays, mais aussi une réserve de talent et d'innovation. Cependant, trop souvent, ils se heurtent à des obstacles considérables. Accès limité au financement, manque de formation et de mentorat, stéréotypes sociaux et culturels. Ces défis doivent être transformés en opportunités. L'entrepreneuriat est un secteur stratégique pour tout pays en développement, notamment le Niger.
ce qui justifie la présence du ministre du Commerce pour soutenir et encourager la JCI dans sa mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes afin de leur donner la capacité de créer des changements positifs. Seydou Asman, ministre du Commerce et d'Industrie. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement envisage d'impulser une dynamique plus forte de développer, fondée sur une meilleure valorisation du potentiel de changement, de créativité et d'engagement dont les jeunes sont porteurs. Il importe aussi de rappeler que le thème de ce panel est également un rappel des défis persistants que nous devons surmonter pour rendre l'entrepreneuriat des jeunes accessible et viable au Niger. Le ministre du Commerce et d'Industrie a par ailleurs réitéré l'engagement de son département ministériel et sa disponibilité à porter haut les initiatives de la JCI et au-delà l'entrepreneuriat des jeunes. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction le Bénin où le procès de deux anciens alliés du président béninois, Patrice Talon, accusé de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert hier matin à Cotonou. À peine ouvert, il a été reporté au lendemain. Olivier Boko, homme d'affaires influent et ami intime du chef de l'État, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, ont été arrêtés à la fin de septembre pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Juste après, les avocats ont attaqué la composition de la Cour, faisant remarquer que le nombre de magistrats requis pour une audience criminelle est de 5, or il n'était que 3. Au Gabon, le Parlement approuve le nouveau code électoral. Les 168 députés et sénateurs convoqués en session extraordinaire ont approuvé le texte au terme de 10 jours d'examen de ces 383 articles. Le nouveau texte octroie notamment 2 sièges de députés aux représentants des Gabonais de l'étranger. Il permet également aux binationaux de se porter candidats à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, sans renoncer à leur autre nationalité. Une commission nationale désignée en décembre 2024 par le président de la transition Brice Oligui Nguema avait rédigé le texte. Coup dur pour la diplomatie climatique, la promesse de Donald Trump de retirer pour la seconde fois les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Ce retrait met en valeur les pays qui y sont jusqu'ici fermement engagés, à commencer par la Chine, avec encore la quasi-totalité du monde qui reste membre, sauf quelques pays dont l'Iran, la Libye et le Yémen. L'accord adopté en 2015 à Paris va survivre, en tout cas c'est ce qu'estiment diplomates et experts, qui rappellent que depuis 10 ans, les engagements collectifs des pays du monde ont amélioré les prévisions de réchauffement futur. En Turquie, 76 personnes sont décédées lors de l'incendie d'un hôtel d'une station de ski. Le bilan du sinistre qui s'est déclaré pour une raison encore inconnue dans les étages supérieurs du bâtiment. En pleine nuit mardi, c'est alourdi dans la soirée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'une journée de deuil national aurait lieu aujourd'hui. Près de 270 pompiers et secouristes ont été mobilisés pour venir à bout du feu. Plus de 230 clients se trouvaient dans l'hôtel en pleine vacances d'hiver nationales, a précisé la chaîne de télévision privée NTV. La page sport dans un instant. Il sera uniquement question de football dans cette page sport. En Europe, suite et fin ce soir de la 7e et avant-dernière journée de la première phase de Ligue des Champions nouvelle formule, championnat d'Afrique des Nations, CHAN, la Guinée équatoriale gagne sur le tapis vert face au Congo et sera à la phase finale de la compétition. Démarrage hier de la 9e journée du championnat national de première division. L'Union sportive Bougouba est provisoirement le nouveau leader. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matino. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. La 9e journée se poursuit aujourd'hui. Au stade Maodo Konaté à 16h, Afrique Football Elite affronte Binga FC et juste après à 18h, les étoiles du Mané croisent l'AS Bakaridian. Fin de la 9e journée jeudi avec les oppositions Stade Malien de Bamako FC Diara et Djoulouba Athletic Club AS Police. Cette 9e journée a démarré hier mardi. L'USFAS qui était sur une bonne dynamique s'est incliné 1-0 devant l'US Bougouni. Même score d'un but à 0 de l'AS Real face à l'association sportive de Kourfina ASCO et victoire 1-0 de l'US Bougouba contre les 11 créateurs de Nyarela. Du coup, Bougouba prend provisoirement la tête du championnat avec 17 points.
Sur le continent, aussitôt, les matchs de poule de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération ont pris fin. La CAF donne des précisions sur le classement des meilleurs championnats d'Afrique. Ainsi, les 12 premiers pays de ces classements auront 4 clubs la saison prochaine, 2 en Ligue des champions et 2 en Coupe de la Confédération. Ces 12 pays sont l'Égypte première, deuxième le Maroc, troisième l'Algérie, quatrième l'Afrique du Sud, cinquième la Tunisie, sixième la Tanzanie, septième l'Angola, 8e la RD Congo, 9e le Soudan, 10e la Côte d'Ivoire, 11e la Libye et 12e le Nigeria, qui était à la lutte avec le Mali. Finalement, suite aux éliminations du Stade malien de Bamako et du Djoliba Athletic Club en phase de poule, cette 12e place, synonyme de 4 places la saison prochaine, va revenir au Nigeria. Néanmoins, le Mali qui était 15e remonte à la 13e place. CHAN 2025, dont la phase finale est prévue au mois d'août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, le Congo qui s'est qualifié sur le terrain a été disqualifié suite à une décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Une décision qui fait suite à une réclamation déposée par la Guinée équatoriale après sa double confrontation contre le Congo les 21 et 29 décembre 2024. Par conséquent, le Congo perd les 2 rencontres par forfait de 3-0 selon la commission du jury disciplinaire de la CAF. La Guinée équatoriale gagne ainsi sur tapis vert et sera à la phase finale et évoluera dans le groupe D composé du Sénégal, du Soudan et du Nigeria. Ligue européenne des champions, la compétition phare des clubs en Europe a repris ses droits hier mardi avec la première partie des rencontres de la 7e journée. Liverpool et le FC Barcelone, suite à leur victoire respectivement 2-1 face à Lille et 5-4 contre Benfica, se qualifient et ne joueront pas les barrages. Toujours hier, l'AS Monaco s'impose 1-0 face à Aston Villa. Victoire 5-0 d'Atalanta contre Sturm d'Autriche. L'Atlético Madrid bat 2-1 le Bayer Leverkusen. Même score pour Bologne face au Borussia Dortmund. L'Étoile rouge de Belgrade s'incline devant le PSV Eindhoven. Et défaite de Slovan Bratislava 3-1 devant Stuttgart. Suite et fin de cette 7e journée ce mercredi avec 9 rencontres. Déjà à 17h45, il y aura Leipzig Sporting et Shakhtar Donetsk Stade Bressois. À 20h, il y aura 7 affiches. Milan AC jouera contre Girona. Celtic Glasgow affronte Young Boys Bern de Suisse. Feyenoord Rotterdam accueille le Bayern Munich. L'Inter Milan se déplace chez le Sparta Prague. Arsenal reçoit le Dynamo Zagreb. Le Real Madrid affronte Salzbourg d'Autriche. Et puis le choc Paris Saint-Germain-Manchester City. Voilà, à cette heure passe de 22 minutes à Bouzouré dans la banlieue de Gao et le ferme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Temidi. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.